du rire. Le rire va par secousses comme les sanglots. Dans les deux, la vie, tour à tour, se noue et se dénoue. Seulement, dans les sanglots, le salut d'un moment vient de la force vitale seule. De nouveau, le jugement se livre à l'horreur, à la colère, sans action, au refus de vivre. Et la délivrance suit par un court relâchement et par une saignée de larmes jusqu'à la fatigue qui termine tout. Dans le rire, il y a une courte stupeur aussi, mais la force vitale et le jugement sont d'accord pour dénouer aussitôt, secouer, rejeter, enfin essayer sans précaution aucune ce surcroît de force libre, signe de tous les trésors que nous usons à nous garrotter dans le sérieux, dans l'ennui ou seulement dans la prudence. Aussi le rire brave tout, il y a une belle vengeance dans le rire contre le respect qui n'était pas dû. C'est le plus bel accord du jugement et de la vie. Rien ne réconcilie mieux l'esprit et le corps, car dans les mouvements du sublime, le corps est toujours timide, un peu. C'est pourquoi il est profondément vrai que le rire est le propre de l'homme, car l'esprit s'y délivre des apparences. Aussi il y a un art de faire rire en étalant des apparences d'un moment et qui reviennent, mais sans solidité aucune, d'immortelles apparences, et riches et vigoureuses, découvrent leur source inépuisable, mais toujours apparence seulement, le comble de l'importance sans aucune importance, voilà le ridicule. Mais le naturel n'est point ridicule longtemps, on y voit aussitôt un pauvre homme, et misérable plutôt. L'homme vivant est vrai et trop près de l'homme, trop près du tragique, trop nu et trop pauvre aussi, quand il serait roi. Il n'y a pas de grande promesse de rire dans le comique qui n'est pas voulu, et c'est la promesse du rire, c'est le grand avenir du rire qui fait que l'on rit bien. Aussi ne rit-on bien dans la conversation ordinaire que des plaisanteries tenues loin de soi et de tous, et encore quand on s'est bien assuré qu'elles sont vides. On remarque assez qu'il faut peu de choses pour faire rire, mais disons mieux, il faut réellement que ce soit peu de choses pour qu'on en rit. Et encore faut-il être bien assuré que personne ne craint et ne se garde. Enfin, le rire suppose la confiance et l'amitié sans aucun mélange, comme il éprouve aussi. Ce n'est donc pas sans raison que l'on dit qu'un rire franc signifie naïveté, pureté, bonté, sans mélange. Aussi ne rit-on pas beaucoup en société, ou bien le ridicule est alors dans des rencontres de mots qui étonnent un petit moment, mais sans qu'on puisse y trouver le moindre sens dès qu'on y porte attention. Beaucoup s'étonnent de rire si bien d'une fantaisie purement verbale et sans portée aucune, mais si l'apparence reste la même, comme il arrive dans les sons à double sens, plus ils font cette remarque et plus ils rient. Il ne faut donc point mépriser un jeu de mots qui fait bien rire. Ce qui attriste dans ces jeux, c'est que l'attention est ramenée trop souvent sur l'amuseur, surtout s'il y a de la peine, et s'il ne réussit pas toujours, car il nous vient une honte bien naturelle qui chasse le rire. La conversation libre et l'esprit si bien nommé conduisent plutôt au sourire qui ressemble au rire en ce qu'il délie aussitôt une attention, une inquiétude qui commençait, et aussi par ce jugement qui dissout l'apparence et qui met les choses et les gens à leur juste place. Mais il y a dans le sourire quelque chose de voulu et de soutenu, une force mesurée et une mort de l'apparence pour toujours. Aussi l'éclair de l'esprit est-il d'un instant. Au lieu que le comique grandit par le rire et ne résulte point tant d'une découverte que l'on fait qui ruine une belle apparence, que d'une apparence aisément vaincue mais qui ne cède point, qui au contraire s'affirme et mieux se développe en majesté. L'homme d'esprit sourit naturellement en même temps qu'il fait sourire, mais le comique ne rit point, mettant toute son attention ou son mouvement et toutes ses forces à tenir debout son décor et ses personnages. Toutefois, ces improvisations du génie comique sont rares et il faut bien de la simplicité chez le spectateur pour les saisir comme il faut, sans ces préparations, ces traditions et ces artifices connus dont le théâtre comique dispose par la bonne volonté du spectateur. Ainsi, l'on s'aperçoit déjà qu'il doit y avoir plus d'une précaution et plus d'une convention dans l'art de faire rire, et que le naturel et l'abandon de celui qui rit sans regret sont bien loin de supposer le naturel et l'abandon de celui qui fait rire. Non pas, mais au contraire, l'art le plus composé, le plus étudié, le plus hardi, le plus prudent, le plus mesuré et rusé qui soit. C'est pourquoi les grands comiques sont rares, mais aussi leur puissance ne s'use point. De la force comique, on peut se moquer de tout et rire de tout. Je dis d'un rire sain et libre, sans aigreur, sans tristesse, sans la moindre trace de méchanceté. Je veux considérer ici, afin de ne pas m'égarer, l'innocente et belle figure de Molière et cette prose sans grimace.
Une âme pure, si ce n'est celle d'un enfant ou d'une nonne, est une âme qui a surmonté le médiocre en elle, car les passions nous tiennent tous, mais un jugement fort se secoue et s'échappe, laissant les passions accomplir leur cours mécanique. C'est ce qu'un esprit enchaîné n'ose point faire, cherchant toujours à couvrir la passion d'un vêtement de sagesse. Et les passions ainsi habillées, quand on les voit du dehors, ne peuvent être que bien ennuyeuses, si elles ne vont au tragique, et c'est là qu'elles vont toujours dans le fait, quoique bien souvent on ne le voit point. Un homme mûr qui est amoureux et qui sera trompé est assez triste pour lui-même et aussi pour un spectateur impartial et qui n'est pas féroce. Mais quand un jugement sévère refuse de suivre et regarde aller la passion nue, cette machine parlante ne va pas loin. C'est ce que le passionné ne veut point croire tant qu'il n'essaie pas. En revanche, dans ce court moment où la passion va à ses vraies fins et sans recours, il y a un mouvement de rire jeune qui avoue et désavoue, et ensuite un jeu par lequel on se prend et on se reprend afin de faire durer la preuve et de se reconnaître jeune, heureux et neuf. Mais ici, tout âge a besoin d'aide. Ce n'est que la plus rare force de l'esprit qui ose et encore livrée aux passions, car la vertu commune qui nous garde du mal nous garde aussi du remède. Par exemple, il est clair que les femmes si bien gardées toujours par tous les genres de prudence sont séparées naturellement du génie comique par ce souci qu'elles ont toujours d'orner et de modérer leur passion. Et bien des hommes aussi qui retrouvent si bien toute leur passion dans le repentir. Mais le rire n'use point dès qu'il prend les passions pour objet, ce qui est directement son affaire. Il est le plus hardi mouvement d'esprit. Cela n'a pas échappé aux anciens critiques qui voulurent appeler force comique ce génie sans finesse, sans hypocrisie et sans malice, qui plaît à tous sans épargner personne. Et il faut reconnaître que les quelques scènes immortelles qui suffisent à tout sont bien au-dessus des œuvres de la comédie tempérée qui nous réduit au maigre plaisir de rire des autres. La marque de la grande comédie, c'est que l'on n'y rit que de soi. Toute la puissance du vrai comique viendrait donc de ce qu'il tiendrait debout par la seule force des passions, quelque folle image de nous-mêmes, mais loin de nous et comme détachée, déplaisante un peu et touchante en même temps, comme de nous mais plaisante parce que nous en sommes soudain détachés comme de grands sages d'un petit moment. Plaisir d'autant plus libre qu'il n'y a pas ici de défiance. Dans cette grande salle, chacun de nous est mis tout nu sur la scène, mais pour lui seul, car, remarquez-le, il n'y a que le ridicule intérieur des passions, le plus secret de nos pensées, et qui ressemble à ces terribles personnages. C'est par ce jeu hardi que l'auteur se moque de tous, sans blesser jamais personne. Ainsi, la réflexion ne détruit et n'altère jamais le plaisir vif de rire, de ce qu'on aurait pu être, de ce qu'on fut en pensée un petit moment. Car je ne crois point du tout qu'il faille être avare pour rêver de faire bonne chère avec peu d'argent, et le sang dote est une de ces raisons qu'on ne dit jamais et qui se cache sous les autres belles. Seulement ici, notre naïveté a pris corps et se développe en caractère. Tout l'art du véritable comique est de préparer ces saillies énormes et sans aucune vraisemblance au moyen d'une fable acceptable. Mais ici, il n'invente point, ce n'est pas son travail. Tandis que les auteurs faibles veulent être ingénieux et intéressés par les événements, l'intrigue et la peinture des caractères, le comique suit ici les traditions et les auteurs. Il faut même dire que la peinture des caractères n'est pas plus sa fin que l'intrigue ou le dénouement. Tout cela n'est que moyen et machine, comme le décor et les coulisses. Dès que l'auditeur sait de quoi on parle, il est prêt pour le rire. Mais il est vrai aussi que le grand comique peut rechercher l'approbation des critiques, qui communément comprennent très mal la vraie comédie et se reprochent d'y rire si bien. Alors le vrai comique invente une intrigue et des caractères et souvent mieux qu'un autre, mais il n'est pas à l'aise, alors il ne développe pas toute sa grandeur. Molière est plus libre dans la vieille fable de Don Juan que dans celle du misanthrope qu'il invente et conduit seul. Le danger du naturel et de la vraisemblance dans le théâtre comique, c'est que l'on s'y enferme et qu'on n'en sait plus sortir. Et l'on vient à faire dire aux personnages ce que l'on dit d'ordinaire, au lieu de leur faire dire justement ce que personne ne dit jamais, ce que pourtant l'auditeur accepte aussi bien que ces maisons auxquelles il manque un mur et dans lesquelles il voit sans être vu comme un dieu. La vérité des passions. On peut prendre les passions comme des forces dévastatrices en soi-même et chez les autres, dévastatrices par ce jugement qui s'y met, qui se conforme à leurs signes, à leurs présages. C'est la vérité des passions, mais descriptive seulement. L'esprit contemplatif, traduit ici par le cœur, se borne à reconnaître la puissance des causes extérieures et la faiblesse de l'homme.
et toutes les déclamations tragiques en reviennent là. Ce sont de tristes débats entre un signe et un signe, interrompus parfois par un désir ou un regret vers une vie plus libre, dont on se trouve exilé et chassé. Ainsi l'esprit s'enfuit avec les passions en lançant des imprécations inutiles. Aussi, le poison et le poignard ne sont ici que des symboles. La mort est partout dans les pensées, même appelée et désirée, quoique le subtil esprit d'Hamlet, promu chef d'armée et de vengeance, ne soit pas encore bien sûr que la mort délivre. Vue profonde, car l'esprit veut son malheur, en somme, et par des pensées et par des rêves, le refera tout, s'il survit seulement. Telle est la tragédie, malheur sans remède par l'esprit, mais grand par l'esprit, esprit captif des serments. Les poètes tragiques ont décrit cette course et les signes orageux qui l'éclairent. Le comique représente par rapport à cette vérité enchaînée le moment de la réflexion et de la critique. La liberté y triomphe de tout par le rire et la fatalité tombe au ridicule du mécanisme à prétention. Cette vérité touche, secoue, délivre, mais sans montrer ses replis par les faits seulement. Ainsi, une vérité plus profonde y est encore cachée, qui est que la passion tragique a besoin de notre consentement. C'est pourquoi le mouvement de la réflexion, si rare en ce monde emporté et toujours tardif, et stérile comme ces messagers qui arrivent trop tard, s'est développé au contraire selon la sagesse dans ce grand édifice du théâtre et par la perfection même de l'art tragique. Car il ne s'agissait que de laisser courir la fatalité seule en la marquant de son vrai nom. Ainsi la comédie et la réflexion est comme l'éthique de la tragédie. Par ces remarques, on peut comprendre que la vérité copiée de gestes et de paroles est encore bien au-dessous de la vérité naturelle. On pourrait dire que c'est une apparence de l'apparence, car un drame réel, tel qu'on peut le connaître par une porte entr'ouverte, ou par une fenêtre, ou par des cris et des rumeurs, n'est rien du tout encore, et ceux mêmes qui y sont n'en sauraient rien dire. C'est pourquoi l'art tragique ajoute déjà et retranche, dessinant les actions et les ramenant à des gestes clairs, dessinant et achevant les discours, enfin mettant dans ce désordre une espèce d'ordre par les pressentiments et par les désespoirs déclarés sous l'idée fataliste. Ainsi, un vrai drame au théâtre n'est point du tout une copie de la chose, mais une théorie de la chose, plutôt dans tous les sens de ce beau mot, étroitement parent du mot théâtre, comme on peut voir. Mais il faut une histoire illustre et la force du génie théâtral et poétique pour faire accepter cette grave procession de malheur et ces gémissements en psalmodie. Le génie comique est encore plus loin de ce que les imprudents veulent appeler le réel et la vie, oubliant que le réel humain est voulu et que la vie n'est jamais une chose faite. Aussi n'est-il point vrai que la comédie peigne mieux les mœurs et la société en un moment que la tragédie ne peut le faire. La grande comédie est comme aérienne, toute sa vérité est d'esprit, non de corps et de mots, non d'action et de costume. On ne remarque pas assez que la grande comédie est dans la réplique seulement, et se passe même de ce petit nombre d'actions dont la tragédie permet du moins le récit. Les actions comiques sont des gestes seulement, ils ne veulent jamais tromper personne. Aussi personne ne plaindra Géronte dans son sac et bâtonné par Scapin, ni le médecin malgré lui, pas plus qu'on ne plaint le bouffon de cirque des faux soufflets qu'il reçoit. L'art traditionnel des bouffons offre ici des précautions raffinées, comme d'avoir adopté les costumes symboliques de Pierrot, d'Arlequin, de Scapin et de Scaramouche, ainsi que les peintures sur le visage qui sont pour avertir que le vrai homme, esprit en épreuve et enchaîné, n'est point du tout là. Une comédie plus travaillée, comme celle de Molière, a aussi ses costumes et ses grimaces peintes. Le trait le plus frappant d'Argan, de Purgon, de Sganarelle ou de M. Jourdain et de M. Dimanche est qu'il ne ressemble à personne. Ce sont des passions sans le jugement, des passions telles qu'elles seraient chez le sage, quand le jugement s'en retire tout à fait et les considère comme des mouvements de l'animal, revêtus de ce qu'il y a d'animal seulement dans la forme humaine, et telle est la matière de la comédie. La forme humaine n'y revient que par l'importance. Ainsi, la passion garde toute sa jeunesse et se développe sans vieillir. Le premier degré du sérieux dans l'avare, ou dans le bourgeois, ou dans le malade, ferait aussitôt un drame. Car par exemple, un homme qui se croit malade et qui sait par là qu'il le sera, et qui l'est, n'a rien de risible. Tout le tragique y serait ramassé au contraire, et la puissance réelle d'un médecin, à laquelle encore il veut croire, serait plutôt effrayante. Mais laissez la première idée de ces choses, qui n'est que mécanique, se développer comme elle promettait sans que le jugement se mette pour ou contre,
et vous aurez de ces bouffonneries magnifiques pleines de consistance, de logique, de force, effrayantes et irréfutables, mais sans prise sur l'esprit spectateur, parce que si on leur donnait quelque chose, il faudrait leur donner trop. On voit par là que les conséquences comiques sont toutes d'esprit, quoique sans esprit. Les autres ne sont que matière première et prétexte pour le développement mécanique des passions. Aussi, l'événement doit-il être fortuit et paraître tel, et cela ne gêne personne. L'attention n'y est pas attirée. Personne ne demande pourquoi le clown du cirque fait son entrée. Jugez Molière d'après cela, et vous déciderez que ces négligences sont bien travaillées. Mais il est vrai de dire, et il faut répéter ici, que le métier seul pouvait lui apprendre jusqu'où le public est indifférent à ces petites choses.